Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui, on parle des bases NHANES, N-H-A-N-E-S. Il s'agit tout simplement du National Health and Nutrition Examination Survey. C'est un outil de recherche en santé publique aux États-Unis. C'est véritablement un pilier de la recherche en santé publique avec plus de 700 variables qui portent sur la nutrition, les comportements de santé, les maladies chroniques. Ça constitue donc, vous l'avez bien compris, une mine d'or pour la recherche épidémiologique. Mais il y a une nouvelle étude qui a été publiée en mai 2025, donc très récemment là, dans PLOS Biology, qui met en lumière une dérive véritablement préoccupante. Il s'agit donc de l'explosion de publications scientifiques de faible qualité qui s'appuient donc sur cette base nuance-là. Et la faible qualité est relevée également avec le design méthodologique et une utilisation automatiser de l'intelligence artificielle pour produire des résultats de recherche de faible qualité. On en parle dans cette vidéo. Bienvenue les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, enchanté. Ici on parle d'actualité sanitaire, des concepts de santé, on parle de la recherche en santé, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc si tu es intéressé par cette thématique-là, tu t'abonnes. Alors, aujourd'hui les amis, on parle donc de cet article scientifique qui a été publié très récemment sur les bases nuances. Ok, il s'agit des bases voilà, qui portent donc sur, qui retiennent donc des variables qui portent donc sur la nutrition, les comportements de santé, les maladies chroniques. Et c'est véritablement un pilier de la recherche donc, en santé publique. Donc, il y a des faits saillants de l'étude qui ont été révélés. Il s'agit notamment du bond spectaculaire de publication pendant cette année, l'année qui s'est écoulée dans l'année 2024. Il y a eu on est quitté de 4 articles par an entre 2014 et 2021 à 190 articles seulement pour la seule année 2024. Donc il y a eu, vous voyez bien, une prolifération des publications qui ont été faites par rapport à ce sujet-là. Donc, il y a donc une forte concentration dans des revues qui ont un faible impact moyen. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de publications étaient faites dans des revues qui avaient un faible impact, ok, un facteur d'impact moyen, ok, pas des revues de top niveau, et qui étaient donc très ciblées par ce qu'on appelle en anglais des paper mills, c'est-à-dire des usines à articles, c'est-à-dire ceux qui produisent des articles voilà, pour voilà, augmenter la quantité de production et voilà. Donc, vous l'avez bien compris, ça c'est le constat déjà qui est fait et on se rend compte que les méthodes qui sont utilisées dans ces articles-là, c'est portent essentiellement sur des analyses monofactorielles, c'est-à-dire chaque article essaie de tester une seule variable, par exemple le taux de vitamine D contre une maladie, ok? Ça peut par exemple être la dépression, sans tenir compte des interactions multifactorielles. Vous voyez bien, lorsqu'on va faire une analyse monofactorielle, vous voyez bien que ce ne sera pas assez puissant pour pouvoir tirer des conclusions assez élevées, ou alors des conclusions qui permettent d'avoir une meilleure compréhension sur le sujet qu'on évoque. Donc, la plupart des articles donc, portent sur des analyses monofactorielles et il y a une absence de correction pour les découvertes aléatoires, par exemple les faux positifs. Okay? Donc, il y a eu moins de la moitié des résultats qui résistent à la correction statistique FDE. Donc, il s'agit donc d'une technique en statistique pour faire ce qu'on appelle la correction FDE. Et il y a eu aussi des hypothèses post-hoc, okay? C'est-à-dire on va avoir une sélection arbitraire de sous-ensembles des données sans justification scientifique. Donc, ça, c'est des méthodes simplistes qui ont été utilisées donc, par tout ce boom, toute cette grande quantité d'articles qui a été publié et qui montre donc simplement que on a une prolifération d'articles, mais qui ont des sujets qui utilisent des méthodologies qui sont douteuses. Alors pourquoi est-ce que c'est important de s'alarmer là-dessus et pourquoi est-ce que c'est préoccupant? Simplement parce qu'il y a un véritable risque pour la crédibilité scientifique. Ok, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle de nos jours, les chercheurs, ceux qui sont à l'affût du nombre d'articles publiés, voilà, ils utilisent l'intelligence artificielle pour produire des résultats qui n'ont pas vraiment une valeur très élevée. Ok, il y a eu par exemple des résultats simplistes et non reproductibles qui ont été retrouvés de façon en très grande quantité dans la littérature scientifique.
Il y a des associations rapportées sans souvent valeur clinique réelle, c'est-à-dire on voit des associations qui ne permettent pas de répondre à une préoccupation majeure, importante, et ça dilue véritablement les connaissances scientifiques fiables. Ok, ça augmente des contradictions dans la littérature, ça nuit véritablement à la prise de décision basée sur les preuves. Donc, en fait, pour dire, en bref, on fait de la recherche pour rien, ouais, ok, de la recherche inutile. Donc, c'est également le problème de l'instrumentalisation de l'intelligence artificielle qui se pose ici, ok? Parce qu'on va utiliser des outils Python, R qui sont connectés aux bases Nuance, ok? Qui vont directement essayer de, voilà, produire des résultats de façon assez automatique. Donc, ça, c'est un risque sur la prolifération d'articles pseudo-scientifiques, c'est-à-dire des articles qui vont être produits en masse par des paper mills, ok? Des banques, des usines à articles qui vont sortir des résultats qui ne sont vraiment pas euh, importants pour la recherche scientifique. Donc, quelques recommandations qui sont faites dans cet article-là, sur lesquelles je me base pour faire cette vidéo, c'est déjà par rapport aux chercheurs, il faut privilégier les analyses multivariées aux analyses euh, voilà, à une seule variable pour effectivement refléter la complexité réelle des maladies. Parce qu'une maladie peut avoir plusieurs déterminants, plusieurs facteurs de risque. Il faut essayer d'évaluer avec les analyses multivariées. Deuxième recommandation, suggestion, c'est mieux de le dire comme ça, c'est d'appliquer des corrections et découvertes aléatoires pour éviter les faux positifs. Le troisième point, c'est de justifier toute sous-analyse, c'est-à-dire des populations restreintes, des périodes choisies. Ça, c'est une suggestion qui a été faite aux chercheurs. Pour les éditeurs scientifiques, il est suggéré, donc on les suggère donc de rejeter systématiquement les études qui ont au design formulaire monofacteur, donc c'est-à-dire des études qui vont faire des analyses monofactorielles. Okay, il faut rejeter cet article-là parce que c'est pas véritablement une plus-value pour la recherche. Et il faut intégrer des rédacteurs statisticiens dans les comités qui analysent dans ces articles, dans les éditeurs, doivent également inclure un statisticien pour effectivement voir si le travail qui a été fait a une vraie base statistique. Et donc, il faut faire une publication ouverte, donc aux commentaires, post-publication et des rétractions si nécessaire. Donc, lorsque vous avez publié votre article, on peut faire des commentaires de votre article. Et donc, à la base, après les commentaires qui sont faits, on peut se rendre compte que voilà, votre article ne mérite pas d'être publié. Donc, on retire et on supprime votre article. Et donc, pour la communauté scientifique en général, il faut veiller de façon collective au dépôt d'articles douteux. Okay, il faut faire attention à déposer des articles douteux. Il faut utiliser des plateformes comme PubPeer pour signaler des dérives. Okay. PubPeer, voilà, en anglais, je pense que je prononce bien, c'est PubPeer. Ok, ça s'écrit P-U, ok, P-U-P-2-E-R. Voilà, je fais rapidement une recherche Google là et on va essayer de voir. Et je vais vous mettre ça pour que vous essayez vous aussi de voir c'est quoi PubPeer. Donc, PubPeer, c'est donc cette plateforme-là qui permet également de signaler des dérives. Ok. Promouvoir aussi des normes éthiques robustes. Ok. C'est-à-dire, dans la recherche assistée par intelligence artificielle, il faut mettre en place véritablement des normes éthiques qui sont très robustes. Ça, c'est dans des suggestions qui sont faites à la communauté des chercheurs, à la communauté scientifique. Alors, les enjeux réels pour la santé publique, pour conclure cette vidéo, les amis, c'est une situation qui va véritablement créer, ou alors qui révèle, parce que c'est pas nouveau, ok, ça révèle une crise méthodologique silencieuse, c'est-à-dire on n'est plus conscient, on n'est plus sûr de la méthodologie qui est utilisée par beaucoup de chercheurs dans leurs articles, ok, et ces données deviennent véritablement mal utilisées, mal interprétées dans la plupart des cas. Donc, il faut véritablement qu'on soit conscient de ce que ça peut mettre en péril la qualité des données, la qualité des connaissances qui sont produites. Et donc, les politiques de santé, les planifications des soins, la confiance au public en la science, tout cela peut être affecté par ces données qui sont donc mal utilisées. Donc, ça, c'est une étude très intéressante, les amis. C'est un signal d'alarme véritablement face à la tentation de l'hyperproductivité des articles scientifiques en utilisant l'intelligence artificielle. Il est crucial qu'on doit mettre l'accent sur l'exigence en matière de rigueur, de transparence, d'éthique. Ok, on insiste beaucoup sur l'éthique. Okay? Parce que
voilà, vous utilisez les données des personnes, que ce sont des personnes humaines, donc il faut faire très attention. Il faut mettre un accent important sur l'éthique, ok, la transparence. Et je finis cette vidéo simplement avec cette phrase-là, parce que vous savez, ici on fait beaucoup de vidéos depuis ces derniers temps sur la désinformation, la mésinformation, tout ce qui tourne autour de l'information dans la science. Ça, la lutte contre la désinformation, ça commence aussi par la vigilance, ok, à travers ce qui est publié. Parce que ce qui est publié, ça fait acte de vérité, ok. On dit c'est la vérité en fait qui est publiée. Donc il faut qu'on mette beaucoup d'accent là-dessus. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet article-là. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle pour vos travaux de recherche, ok, et comment est-ce que vous y prenez? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.